Bonjour à tous, merci d'être avec nous pour accueillir Michel Sapanet. Bonjour. Bonjour. Quelqu'un qu'on connaît bien, nous, au magazine, parce qu'on l'a souvent reçu et qu'on a tourné des reportages avec lui, qu'il faut que vous découvriez absolument à travers ses livres. Alors c'est vrai qu'ici, il y a plus des romanciers, des auteurs de polar, etc. Michel Sapanet a un parcours différent puisqu'il est médecin légiste. Voilà, donc dans l'imaginaire, c'est évidemment quelqu'un qui découpe les corps, qui fait parler des personnes silencieuses. Donc vous racontez évidemment toutes ces histoires dans vos chroniques d'un médecin légiste. On va d'abord dire que pour vous, et ça se sent très bien, derrière ce mort que vous avez sur la table, il y a une personne. Oui, il y a un temps assez bref pendant lequel ça devient un objet d'étude. Mais avant, c'est une personne. Après, ça redevient une personne. On va lui redonner son humanité. Et un des objectifs est de pouvoir précisément répondre aux circonstances, à des questions fondamentales sur les causes de la mort. Ça, c'est la moindre des choses. Mais surtout préciser les circonstances de cette mort. C'est-à-dire qu'est-ce qui a amené au décès, qu'est-ce qui s'est passé avant, est-ce qu'il y a eu une bagarre, est-ce qu'il y a eu des éléments particuliers qui vont aider ensuite à découvrir la vérité. Mais c'est pour ça d'ailleurs, et c'est ce que vous racontez dans vos livres, que bien souvent vous arrivez, vous sortez évidemment de l'Institut médico-légal, vous êtes dès le lieu de découverte du corps. Oui, on a une première action qui se passe sur ce qu'on appelle la scène de crime. C'est-à-dire qu'on est appelé par les officiers de police judiciaire pour venir faire nos constatations sur place. Mais avec cette particularité que ce sont des constatations sur le corps, mais aussi l'environnement. Parce que ce qui est particulièrement important, c'est qu'on ait un regard croisé. Il faut que l'enquêteur amène ses informations au légiste et qu'en même temps, le légiste amène ses informations à l'enquêteur. Et de ce regard croisé vont découler de très nombreux renseignements qui nous permettent de déterminer ces circonstances de la mort. C'est un peu je sais pas si on... Oui, on entend. Oui. C'est un peu la différence entre les feuilletons américains et la réalité, parce que dans les feuilletons américains, l'inspecteur ne dit jamais rien, et c'est le médecin légiste qui découvre tout. Donc apparemment, c'est pas dans la vérité, c'est pas ça. La vérité n'est pas ça du tout. D'accord. La réalité est beaucoup plus forte que les fictions. Et ce qu'on découvre dans le fonctionnement humain, ce que l'on découvre sur les scènes de crime, ce que l'on découvre au moment du procès d'assises, puisque là on a toutes les informations qui arrivent en même temps, dépasse très largement l'imaginaire des scénaristes et également de mes confrères auteurs. Et vous dites médecins légistes et enquêteurs doivent confronter ce qu'ils ont découvert, mais vous êtes enquêteur finalement quand même. On est l'enquêteur du corps. Attention qu'il n'y ait pas de... Non, mais on est l'enquêteur du corps, mais avec ce regard croisé de l'enquêteur de police, oui, tout à fait. Alors dans les chroniques, le ton est à la fois il est sérieux, il est médical, il est aussi drôle. C'est nécessaire aussi pour votre métier? Alors, pour moi, c'est une question de sauvegarde. C'est-à-dire que ce qu'il faut imaginer, c'est que vous avez une victime qui a été l'objet de violence, et vous allez rajouter à ça une violence extrême, qui est le fait qu'on va ouvrir le corps de la tête aux pieds, on va lui ouvrir la boîte crânienne, on va étudier tous ses organes, on va les disséquer, on va en prélever des échantillons. Et après, donc, on va effectivement refermer ce corps et le représenter. Mais cette violence, elle est telle qu'on ajoute un spectacle qui peut être pire que celui qu'a fait l'auteur. Et pour survivre, après, chacun a sa méthode. Moi, ma méthode, ça serait plutôt l'humour, et l'humour noir, et de préférence le second degré. Simplement, je voulais vous dire, oui, je me posais la question. Bon, vous êtes enquêteur du corps, voilà, après le meurtre, mais après, vu que vous devez en disséquer un nombre assez considérable quand même, est-ce que vous vous intéressez à l'épilogue ou après c'est fini et vous savez plus du tout ce qu'ils sont devenus, le pourquoi de la chose? Alors, ce qui se passe, c'est ça va dépendre de chaque corps. Ça va dépendre de chaque histoire, puisque finalement, quand on fait le diagnostic d'une mort suspecte ou criminelle, on est au tout début de l'enquête. Mais il y a des fois, au moment même de ce tout début, on sait déjà tout. Et il y a d'autres fois, on n'a même pas l'identité de la victime. Donc on a vraiment deux extrêmes. Quand on n'a pas l'identité de la victime, on n'a rien comme piste. Les enquêteurs n'ont rien. Donc nous, on n'a pas beaucoup plus. Et l'enquête va se développer sans qu'on soit au courant. Par contre, on va être convoqué un jour par un juge d'instruction qui va nous dire, voilà,
On a un individu qui est mis en cause et on veut que vous confrontiez ce que vous avez vu à l'autopsie par rapport à ce qu'il nous raconte. Et donc ça, là, c'est on systématique, ça ou... en matière criminelle, quand c'est possible, c'est systématique, oui. Donc Oui, vous tout à savez, fait. en fait, à chaque Donc, il y autopsie, a un dans moment- l'absolu, vous savez. Voilà, il y a un moment, on récupère l'information. Et puis après, il y a le procès d'assises. C'est le grand procès criminel, où là, on écoute les enquêteurs qui ramènent toutes les informations. Et donc, nous, on arrive souvent après la déposition du psychiatre qui nous donne les contextes psychiatriques ou psychologiques. Et donc, nous, on apporte notre touche également à cet ensemble. Alors, il y a des fois, on est très important. Il y a des fois, on est la pièce essentielle du dossier. Et il y a des fois, on ne sert vraiment pas à grand-chose, quoi. Il faut avoir une certaine humilité de ce point de vue-là. Vous parlez de violence extrême, effectivement, dans le geste de l'autopsie. Est-ce que j'imagine que c'est plus difficile, mais comment vous faites pour, malgré tout, arriver quand il s'agit d'enfants ? C'est plus complexe parce qu'il faut plus de recul. D'autre part, quand vous en avez vous-même des enfants, il y a forcément une tranche d'âge où vous vous dites ça pourrait être le mien. Voilà, donc c'est une difficulté particulière, on va dire. Alors pourquoi ? C'est parce qu'on se projette dans le fait que l'enfant, c'est quelqu'un en devenir. Donc il a un avenir. Mais il ne faudrait pas me faire dire que quand je découpe un vieillard, si j'ose dire, c'est un peu au second plan. Non, pas du tout. C'est tout aussi important. Là, on parle uniquement de mort, mais vous voyez aussi des vivants. Oui, on voit des vivants. Alors, très franchement, ma tasse de thé à moi, c'est les morts. Hein. Ça, on comprend bien en lisant vos livres. Hein. Si j'ose dire. Mais les vivants sont intéressants aussi. Et alors, surtout, ils sont intéressants parce que ce qui est particulier, c'est que le mort, vous êtes obligé de le faire parler, alors que le vivant, il va raconter tout seul. Mais il y a des fois, il vous raconte des gros mensonges. Et c'est ça qui est difficile à admettre au départ quand on est médecin. Quand vous êtes médecin et que vous avez un patient qui vient pour se faire soigner, puisque j'ai aussi pratiqué dans ce domaine-là, vous croyez tout ce qu'il vous raconte. Mais quand vous êtes un médecin légiste et que vous examinez des vivants qui disent qu'ils ont été victimes de ceci, de cela, patati patata, il faut accueillir la parole, il ne faut pas forcément la mettre en doute, mais il faut rester méfiant. Il faut avoir quand même un fond de lucidité qui vous fait dire de temps en temps qu'on est en train de vous raconter des blagues. Et ça, c'est d'autant plus vrai quand vous avez dans la même journée l'auteur et la victime de l'agression qui vous racontent chacun leur histoire et que vous vous dites que finalement les deux sont coupables. Hein. C'est-à-dire qu'ils ont cherché un peu la bagarre tous les deux. Vous êtes amateur de romans policiers ? Ah oui, j'aime les romans policiers, oui. Pourquoi vous êtes devenu médecin légiste ? Parce que vous étiez spécialiste de maxillofacial ? Ouais, c'est un hasard un peu. Un jour, on a un flic qui est venu dans le service où j'étais en formation à Nantes. Il est venu avec une boîte en carton et dans la boîte en carton, il y avait un crâne sec. C'est-à-dire le crâne et mandibule. Vous cherchez à l'identifier ? Et il cherchait à l'identifier, il n'avait aucune piste. C'était une jeune femme qui avait été victime d'une mort criminelle, ça ils étaient sûrs, puisqu'elle avait des vêtements de femme, un bassin de femme, et puis qu'il y avait des traces de coups de couteau sur les vêtements, mais il n'avait pas d'identité. Donc il voulait savoir à quoi elle ressemblait. Et là, j'ai mon patron, qui est chirurgien maxillofacial, qui a commencé à décrire, à dire c'est effectivement une femme parce qu'il avait des arguments pour ça, la tranche d'âge moins de 25 ans parce que les dents de sagesse n'étaient pas complètement formées, la forme du visage plutôt arrondie, avec des pommettes plutôt saillantes, un nez plutôt comme ceci, comme cela, puis après il est rentré dans des descriptions comme la forme des lèvres qui était plutôt fine, un menton avec un petit sillon qui était bien marqué ici, l'orientation des paupières, j'étais tout à fait stupéfait par ça. Et j'ai discuté avec ce flic qui n'était pas, n'importe qui, quoi, qui était dans des sphères importantes. Et c'est lui qui finalement m'a un peu branché sur la médecine légale. Sauf que je n'avais pas imaginé les asticots. Voilà. Merci, on n'a plus de temps. En tout cas, franchement, allez le rencontrer en dédicace et acheter ses livres parce que c'est des histoires qui sont passionnantes, que vous racontez avec, je le disais, et du sérieux et de l'humour. Et en même temps, c'est extrêmement humain tout ça. Merci beaucoup. Merci, Marina. Merci.